Malgré les sanctions de l'Europe et des États-Unis, la Russie continue de développer des avions de combat faisant concurrence aux générations similaires de ses adversaires. Il est important de signaler que ces designs d'avions de combat ont tous été imaginés et testés avant le début des sanctions à la suite de l'annexion de la Crimée, à l'exception de son programme d'avions de 6ème génération. Aussi intéressantes que sont les spéculations autour de la 6ème génération, avec chaque grande puissance, dont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la France, qui cherchent des partenaires pour leurs différents projets, cette vidéo s'intéresse au présent et plus particulièrement aux avions de 4ème génération, et ceux de 5ème génération. C'est pour cela que nous allons étudier les produits phares de la gamme russe au travers du Su-35 et du Su-57, dont les deux suscitent un intérêt non négligeable sur la scène internationale, en particulier pour les puissances mineures qui souhaitent se défaire de la tutelle des États-Unis. Au passage, 5 autres vidéos sur le secteur militaro-industriel sont en cours de production, dont un documentaire sur un leader français de ce secteur, donc si vous souhaitez être tenu au courant de ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Le Su-35, la transition subtile. Le Su-35 est un avion dit de 4ème génération++, ce dernier est un avion de combat développé pour la supériorité aérienne avec une capacité multirôle en étant capable de neutraliser des menaces à la fois sol-air, terrestre, mais aussi maritime. L'objectif de cet appareil est pour la Russie de proposer un appareil avec une valeur ajoutée conséquente pour plaire aux puissances émergentes, de se doter d'un avion capable de réaliser un nombre conséquent de missions, le tout à un prix très concurrentiel autour de 85 millions de dollars pour sa version destinée à l'export. Le Su-35 est un dérivé du Su-27 dont la modernisation était nécessaire comme un bon nombre de programmes sous l'ère de l'URSS. Ce dernier fut lancé à la toute fin de la guerre froide, avant l'effondrement du régime dans les années 1980, et le programme fut abandonné par la même occasion avant de renaître de ses cendres quelques années plus tard, une fois la Russie stabilisée économiquement. C'est en 2003 que le nouveau Su-35 est lancé chez KNAZ pour remplacer le Su-27 de l'armée russe. C'est une réelle amélioration de son prédécesseur en adoptant des matériaux plus performants tels qu'un alliage de titane et de composite pour alléger considérablement le poids de l'appareil. L'optimisation de l'appareil est telle que la masse maximale de décollage passe d'environ 30 tonnes pour le Su-27, son prédécesseur, à plus de 34 tonnes pour le Su-35. D'autres caractéristiques sont elles aussi améliorées, le Su-27 avait une portée d'environ 3500 km, le Su-35 a quant à lui avec l'optimisation de ses points d'emport une portée de 4500 km avec l'ajout de 2 réservoirs de carburant. Ce nouvel appareil a subi une mise à jour complète de son système électronique en adoptant une suite numérique qui prend en charge tous les paramètres de mission, pétrole, ravitaillement aérien, diagnostic, le tout sur 3 chaînes redondantes, permettant ainsi de diminuer les risques d'une erreur fatale et de perte de commande. Le Su-35 est enfin doté de 8 tonnes de charge utile autour de 12 points d'emport, 8 points sont prévus sous la voilure de l'appareil, 2 sous le fuseau moteur et 2 autres entre les charges moteurs pour les charges lourdes. Ces nombreux points d'emport et la possibilité d'une charge utile élevée le rendent particulièrement attractif pour un grand nombre de missions, ces dernières pouvant être air-air, air-sol ou bien maritime. Pour la puissance moyenne qui cherche à optimiser sa flotte aérienne, c'est une réelle aubaine. Il adopte aussi en bonus la possibilité de monter sous son appareil une très grande suite de missiles, en matière air-air avec 8 missiles R-27ER ou encore 12 missiles R-77MPT, ou air-terre, la possibilité d'emporter 6 KH-29, et enfin en air-mer 3 M54 ou encore 6 KH-31. Enfin, l'appareil n'a pas à rougir de ses performances par rapport à ses concurrents. Le Su-35 atteint une vitesse Mach 2,25 à 11 000 mètres avec un plafond à 18 000 mètres et atteint 1400 km/h à basse altitude, le tout avec une durée de vie estimée à 30 ans. L'appareil rencontre un certain succès à l'étranger dans une période que l'on pourrait imaginer comme difficile pour la Russie au vu des tensions internationales à son encontre. La Chine en a commandé par exemple 25 exemplaires en 2015. En 2018, l'Indonésie a finalement passé une commande pour 11 nouveaux appareils. L'Égypte quant à elle a passé une commande pour 24 appareils la même année. La Turquie est actuellement elle en cours de négociation avec la Russie étant donné qu'elle s'est faite renvoyer du programme F-35. L'Algérie et l'Azerbaïdjan ont eux aussi fait part de leur intérêt dans la commande d'appareils pour leurs forces armées. Les bonnes relations de la Russie avec ces différents pays semblent porter leurs fruits, en plus de contrats en lien avec ses chars dernière génération ou encore ses systèmes antimissiles sol-air, c'est désormais le secteur de l'aviation qui profite de la stratégie géopolitique de la Russie. Le Su-57, l'avenir de l'aviation russe. Je vais laisser Ateshue, ancien pilote de chasse, nous expliquer brièvement en quoi le Su-57 représente à la fois l'avenir et un défi doctrinal pour l'aviation russe.
Bonjour à tous, c'est Athé, j'ai été pilote de chasse dans la marine française, formé par l'US Navy, j'ai fait du super étendard et du Rafale M depuis le porte-avions Charles de Gaulle, et je vais vous parler du Sukhoi 57. Le Sukhoi 57 est censé remplacer à la fois le MiG-29 et le Sukhoi 27, donc le plus simple, c'est de vous expliquer un petit peu la genèse de ces deux aéronefs, et pourquoi est-ce que les challenges que le Sukhoi 57 va devoir relever sont énormes, mais également pourquoi ça implique un énorme changement de doctrine de la part de l'armée russe. Vous avez peut-être déjà entendu parler du F-15 ou du F-16. Eh bien en fait c'est un petit avion, le F-16. Le F-15 c'est un gros avion. Eh bien il y a la même chose en Russie. Vous avez le MiG-29 qui est le petit chasseur, l'équivalent en fait du F-16. Et vous avez le Sukhoi 27 qui était le gros chasseur, qui est toujours le gros chasseur avec la nouvelle version du Sukhoi 35 qui lui eh bien, est le gros chasseur. Donc vous avez ce parallèle entre petit avion, gros avion du côté ouest comme du côté est. Et si vous regardez le Sukhoi 57, il est là pour répondre face au F-22 et surtout au F-35. Et la grosse particularité, c'est la prise en compte de la furtivité radar sur la bande X-ray, qui est la bande utilisée généralement par les radars de bord, que ce soit de missiles, parce que les missiles ont des petits radars, ou les avions. Pourquoi est-ce que ça va avoir un gros impact, cette prise en compte de la furtivité au niveau des doctrines soviétiques? Tout simplement parce que jusqu'à présent, les gros avions comme le Sukhoi 27 pouvaient emporter une multitude de munitions, énormément de missiles. Et c'était très impactant sur le champ de bataille. Quand vous avez un aéronef qui a plus d'une dizaine de missiles et que vous, avec votre avion occidental, vous en avez 5-6, eh bien ça a un rapport de force qui n'est pas forcément en votre faveur. Avec la furtivité, il faut cacher ces missiles, il faut les ranger à l'intérieur de baies, et ces baies ont des contenances limitées, à peu près 6 missiles à l'heure actuelle pour le Sukhoi 57. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que les pilotes s'adaptent à un nouveau type de mise en œuvre d'armement, à de nouvelles stratégies, à de nouvelles tactiques sur le terrain, et ça devrait être assez intéressant de suivre l'évolution de tout ça dans les prochaines années. Petit challenge supplémentaire quand même, si effectivement le Sukhoi 57 doit remplacer à la fois du MiG-29 et du Sukhoi 27, tout en étant un peu aidé par le Sukhoi 35, eh bien il va falloir énormément d'aéronefs, et auront-ils les moyens d'avoir énormément de Sukhoi 57? L'avenir nous le dira. Allez, fly safe. Merci à Téchoué pour son expertise. Retrouvez son livre Débrief disponible sur Amazon, ainsi que son lien vers sa chaîne YouTube, tout aussi qualitative, où il traite des questions en lien avec l'aviation, mais pas que, donc n'hésitez pas à aller la checker. Conclusion. Ces deux appareils et les négociations qui sont en cours avec les pays cités précédemment montrent une chose. De nombreuses puissances souhaitent à la fois obtenir un avion de combat avec un bon rapport qualité-prix, tout en cherchant à se défaire de la pression constante qu'exercent des pays comme les États-Unis avec le rapport d'exclusivité qu'ils cherchent à imposer à ces mêmes puissances mineures. On se dirige vers du furtif, mais historiquement, ce n'était pas le cas. Donc le changement de doctrine, notamment dans la capacité d'emport, se fait sérieusement ressentir. La furtivité a un coût non négligeable dans la capacité d'un avion à transporter avec lui divers systèmes d'armement. Là où les pilotes de chasse russes étaient habitués à transporter un nombre important de missiles, ces derniers vont devoir s'habituer à cette nouvelle norme, à savoir moins d'armes, mais une furtivité considérablement accrue. Enfin, un dernier point intéressant à noter qui va dans la faveur du Su-57 est son prix. Ce dernier, estimé à environ 42 millions de dollars l'unité, est bien plus bas que celui énoncé par le Pentagone concernant le F-35 pour sa variante A, à savoir 82 millions de dollars l'unité. Quand bien même les différences entre ces deux appareils sont nombreuses, les deux appareils n'ont pas du tout la même clientèle. Les Russes font le choix de focus en priorité leurs partenaires dans leur sphère d'influence, ainsi que des pays mineurs qui cherchent à moderniser une flotte vieillissante, tandis que les États-Unis ont pour objectif de justifier l'existence d'un programme qui a dépassé de plusieurs centaines de milliards de dollars ses estimations d'origine, en vendant ces appareils à des alliés occidentaux et en exerçant sur ces derniers quelques clés de bras, si nécessaire. Sachez que nous vous proposons dès à présent du contenu supplémentaire directement sur la chaîne YouTube. On nous demande souvent pourquoi nous n'avons pas de Tipeee ou d'espace don. C'est tout simplement parce que nous voulons vous proposer en échange de votre argent des contreparties concrètes sous la forme d'un format premium,
c'est dès à présent possible directement sur YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo ou bien sur la page d'accueil de notre chaîne pour devenir membre premium sous format mensuel. Une façon simple et pratique de nous soutenir tout en se rapprochant et en formant la communauté Terrabellum. Vous disposerez d'un podcast hebdomadaire où nous traitons d'actualités et répondons à vos questions. L'épisode 55 est déjà disponible où nous traitons de l'affaire Navalny ainsi que des pressions américaines sur la Russie autour du pipeline Nord Stream 2, d'un accès à notre canal VIP sur Discord pour nous contacter en continu, ainsi que d'autres avantages comme les badges de fidélité à côté de vos pseudos sur YouTube lorsque vous commenterez. Et bien sûr, nous ferons apparaître vos noms ou pseudos en fin de vidéo pour vous remercier. Bien sûr, grâce à YouTube, une résiliation sera possible à tout moment. Pour soutenir Terrabellum et aller de l'avant, rejoignez la communauté premium dès maintenant. Un grand merci à tous pour votre soutien.